Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, on commence par les titres de cette édition. Au Tchad, la 4e République est en marche. Le président Idriss Déby a signé l'ordonnance y relative ce vendredi. VOA et BBC suspendus par le gouvernement burundais. Cette décision intervient au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ici aux États-Unis, on parle déjà des élections de mi-mandat. Elles sont prévues pour novembre et constituent un enjeu majeur pour Donald Trump. En ouverture de ce journal, le Tchad, où le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, a signé ce vendredi l'ordonnance portant création de la 4e République. Pour le président tchadien, l'entrée en vigueur effective de cette nouvelle constitution, fortement critiquée par l'opposition, consacre la refondation d'une nation qui se veut plus ambitieuse, plus forte. Elle est en outre, et toujours selon Idriss Déby, un parfait condensé des aspirations et attentes du peuple. Hier, le Premier ministre Albert Bahimi Badaké et son gouvernement ont démissionné. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rejeté le recours en annulation déposé mercredi par 26 députés de l'opposition. Avec nous pour analyser ce moment charnière, Juda Alaoundoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire, en direct de N'Djamena. Bonsoir. Bonsoir, John. Comment les Tchadiens et plus particulièrement les habitants de N'Djamena accueillent ce changement de république? La nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président aussi. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté-là? Bien, John, il faut le dire, N'Djamena, l'ambiance est normale depuis le matin parce que en dehors, disons, de quelques militants du parti au pouvoir qui se sont donc massés au palais du 15 janvier où se déroulait donc la cérémonie, la signature de l'ordonnance. Ailleurs, partout ailleurs dans la ville, il n'y a aucun autre changement. Les gens vaquaient normalement à leur occupation parce que, vous savez, pour la simple raison que depuis un certain temps, la société civile, les partis politiques de l'opposition dénoncent avec véhémence la nouvelle constitution. Malheureusement, toutes les contestations ont été étouffées et aujourd'hui, c'est tout un plus un climat, disons, de résignation que l'on observe au sein de la population tchadienne. Donc l'ambiance est normale. C'est comme si on n'a pas passé d'une république à une autre. La vie est normale. Et que dire de l'opposition? Son recours à une annulation contre le projet de loi constitutionnelle a été rejeté. Comment entend-elle réagir? L'opposition tchadienne a introduit un recours à l'annulation. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a rejeté cela. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore un avis contraire de l'opposition. Qu'est-ce qu'elle entend faire là? Rien de ce côté. Merci. Merci Juda Alaoundoum, directeur de publication de l'hebdomadaire d'investigation tchadien Le Visionnaire. Au Burundi, le CNC, le Conseil national de la communication, va suspendre la diffusion des émissions de la Voix de l'Amérique pour 6 mois à partir de lundi, alors que le pays est en pleine campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai. La décision touche aussi la BBC. Dans un communiqué, la directrice de la VOA, Amanda Bennett, a condamné cette mesure du gouvernement burundais. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Diane Nini Hawaze, notre collègue du service Kirundi. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors, comment est-ce qu'au Burundi, nos auditeurs réagissent à cette décision et qu'est-ce qui l'a provoqué?
Les auditeurs ont été très choqués. Ils disaient qu'ils considéraient La Voix de l'Amérique comme une des radios indépendantes qui les permettait d'avoir des informations équilibrées après la fermeture de quelques radios privées au Burundi. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette décision? Lorsque je parlais ce matin dans notre émission appelée Mouli Sanga de toute une heure avec le conseiller juridique du Conseil national de la communication, Gabriel, il a dit que ça a été provoqué par plusieurs raisons. Premièrement, La Voix de l'Amérique qui a récemment engagé un journaliste recherché par la justice burundaise. Il y a aussi des reportages qui sont taxés d'être tentacieuses, qui ont été joués sur les ondes de la radio Voix de l'Amérique Kirundi Kinyarwanda, notamment le 4 et le 5 avril. Alors, sauf que cette décision intervient un peu dans le sillage du référendum du 17 mai. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouvernement burundais d'éviter aux Burundais justement de suivre un son de cloche différent, à votre avis? À mon avis, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à cela, mais ce que je sais, c'est que la population burundaise avait besoin de La Voix de l'Amérique, surtout en ce moment où nous approchons petit à petit vers le référendum. Ça, c'est un de deux. Ce que la population burundaise parle le Kirundi. 90% des gens qui écoutent nos émissions, tout à fait écoutent les émissions en Kirundi, donc ils avaient besoin de ça. La population burundaise avait besoin de cette radio, surtout en ce moment. Voilà, on va suivre donc cette situation. Merci Diane. Je rappelle que vous êtes journaliste du service Kirundi de La Voix de l'Amérique. Cette décision du gouvernement burundais vient alors que le monde vient de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. La presse va mal. Elle va même de mal en pis, soulignent plusieurs groupes de défense des droits de l'homme. Ces dernières années ont connu un ralentissement inquiétant en Afrique de l'Est, notamment dans des pays comme le Kenya et la Tanzanie. Daniel Chef fait le point à Nairobi. C'est un récit de Salwa Jafari. Eskandar Nega est ce qu'on peut appeler un habitué des geôles éthiopiennes. Arrêté à 9 reprises, tantôt pour trahison, tantôt pour terrorisme et même pour génocide, Nega n'en est pas moins déterminé. Sans liberté d'expression, la liberté est simplement impossible. Ça commence à partir de là. Vous devez pouvoir vous exprimer librement. En Afrique de l'Est, les lois contre le terrorisme et les menaces à la sécurité nationale sont souvent utilisées pour restreindre les médias et encourager l'autocensure. En ce qui concerne le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, il y a environ 3 ou 4 ans, ils étaient vraiment les joyaux du continent. Vous savez, on disait aux pays d'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pouvez-vous pas imiter vos homologues est-africains? En Ouganda, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes a recueilli des vidéos de journalistes violentés par la police. Le groupe de défense des droits de l'homme affirme que la police a été le principal auteur des violations à la liberté de la presse en 2017. La police ne fait pas ce qu'elle doit faire. Elle a été responsable de 83 cas de violation sur 113, soit 73%. Et la police se défend et rejette toute accusation d'impunité. Nous les avons portés devant les tribunaux. Nous avons enquêté sur ces cas. Les tribunaux les ont reconnus coupables, les ont condamnés et ils s'en vont. Cela montre la bonne volonté de la police. Les médias de la région repoussent du mieux qu'ils peuvent les restrictions légales et la pression du gouvernement. Car en fin de compte, c'est de la liberté de tous les citoyens qu'il s'agit et pas uniquement celle des journalistes. Journée ville morte en Centrafrique ce vendredi. Elle a été décrétée par la société civile à Bangui, où la MINUSCA, la mission de l'ONU en RCA, a été prise à partie. Plusieurs barricades ont été érigées à divers endroits de la capitale, dont le quartier musulman du PK5, isolé du reste de la ville. Des habitants en colère ont également bloqué des véhicules et des membres de la MINUSCA. Les détails dans cet élément d'Arzouma Compaoré, rendu par Abdouramandia. La tension reste vive dans la capitale centrafricaine suite aux violences qui ont fait 24 morts et plus de 170 blessés mardi dans des attaques visant une église et une mosquée, faisant ressurgir le spectre d'affrontements interreligieux. Il n'y a même pas des autorités qui sont venues nous protéger, même pas MINUSCA, même pas police nationale. Et on a vu que les gens qui ont attaqué partout commencent à piller la mosquée.
et nous étions fus protégés par certains voisins. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et à un moment donné, il faut agir. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Il va falloir que nous agissions. Dans une adresse à la presse aujourd'hui, le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que le chef de l'ONU présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il a également réaffirmé l'engagement de l'organisation dans sa mission en Centrafrique. Le secrétaire général réaffirme son soutien à la République centrafricaine et au rôle de la MINUSCA de protéger les civils et de stabiliser le pays. Il exhorte tous les acteurs à cesser la violence et à travailler ensemble pour ramener la paix et la stabilité dans le pays. La MINUSCA a signalé que 2 de ses officiers ont été blessés, dont un grièvement, après avoir été bombardés de pierres par une foule. Il n'est pas question de dire que chrétiens, musulmans, non. Moi, je suis centrafricain pur. Les gens qui sont avec le Mexique là-bas, là, ils ne sont pas des centrafricains. Eux savent bien qu'ils sont des rebelles, des mercenaires. Ils vont jusqu'au niveau de l'église Fatima pour tuer. C'est à plusieurs reprises qu'ils font ça. Le président Faustin Archange Touadéra gouverne avec le soutien d'une grande opération de maintien de la paix de l'ONU, mais ne contrôle qu'une fraction du pays. Les effets de la violence au Nigeria aussi, où au moins 4 ouvriers ont été tués dans l'attaque de leur carrière située dans le comté de Mandera, près de la frontière avec la Somalie. C'est ce qu'a annoncé la police qui soupçonne les islamistes radicaux somaliens, Shebab, d'en être les auteurs. Les 4 victimes ont été tuées par balle ou à l'arme blanche lors de ce raid visant une carrière isolée. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont juré la perte du gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la mission de l'Union africaine en Somalie. Ici aux États-Unis, Donald Trump s'est exprimé ce vendredi à la tribune de la convention annuelle de la National Rifle Association, NRA, le lobby américain des armes à feu. C'était à Dallas. C'est la 4e année de suite que Donald Trump assiste à cette convention. Il était accompagné du vice-président Mike Pence, mais l'événement s'inscrit cette année dans un contexte de critique contre les fabricants d'armes et la dissémination des fusils d'assaut dans le pays après une tuerie le 14 février qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. On reste aux États-Unis. Les élections de mi-mandat occupent les esprits à Washington, alors que nous sommes à près de 7 mois de ce rendez-vous électoral. Au Congrès, le Congrès républicain de la Chambre des représentants et du Sénat se trouve menacé. Le résultat des élections constitue un enjeu important pour le président Donald Trump. Plus de précisions avec Jim Malone, le correspondant national de VOA à Washington. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Lors d'un récent rassemblement aux aires de campagne électorale dans le Michigan, le président Trump a mis la pression sur l'opposition démocrate. Un vote pour un démocrate en novembre est un vote pour l'ouverture des frontières et le crime. C'est aussi simple que ça. Trump essaie de susciter l'enthousiasme de ses partisans pour les élections au Congrès de novembre, où les démocrates espèrent faire de gros progrès. Nous devons sortir, nous devons nous battre comme des fous et nous devons remporter la Chambre et gagner le Sénat. Je pense que nous allons bien nous en sortir au Sénat et je pense que nous en ferons de même à la Chambre parce que l'économie se porte très bien. Les démocrates s'organisent avec l'aide du milliardaire Tom Steyer. Nous savons maintenant que cette lutte partisane est devenue une bataille féroce pour l'âme de l'Amérique. Et nous, le peuple, nous devons gagner cette bataille. La faible cote d'approbation du président laisse les républicains vulnérables en novembre. En outre, un grand nombre de républicains du Congrès ont annoncé leur retraite cette année, ce qui constitue plus de gains potentiels pour les démocrates. C'était un vrai signe de pessimisme. Même le président de la Chambre a décidé de ne pas se présenter à une réélection. Les démocrates sont plus que performants dans toutes les élections depuis que Donald Trump a été élu. Perdre le contrôle de la Chambre des représentants mettrait fin à l'agenda législatif de l'administration en place. Et perdre le contrôle du Sénat mettrait fin à ses nominations. Trump pourrait passer beaucoup de temps cette année à faire campagne, bien conscient que la perte de plusieurs sièges à la Chambre des représentants ou au Sénat pourrait coûter aux républicains leur majorité au Congrès. Pour regarder le monde aujourd'hui en direct de Washington.
Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de la seconde partie de ce journal. En Côte d'Ivoire, des associations font front commun contre l'autisme. La maladie est rarement diagnostiquée et les soins spécialisés sont rares. Les années Zaïre remises au goût du jour par la voix des Yekima de Bel-Art. Le slammer de Kinshasa vient de sortir un nouvel album. Mais les années Zaïre ne sont pas toutes Couleurs d'Afrique, ou quand la mode fait parler les nouveaux talents, ça se passe dans les rues de Ouagadougou. Nous le verrons dans ce journal. C'est vendredi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle dans Culture Hebdo. Roger Montou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, heureux d'être avec vous. Toujours le plaisir est partagé. Alors, le rappeur américain Kanye West a encore fait parler de lui dans les médias américains cette semaine. Ah oui, John, quelques semaines après son récent retour sur les réseaux sociaux, le rappeur américain marié à Kim Kardashian a provoqué un tollé en tenant de propos douteux sur l'esclavage lors d'une interview accordée au site d'info People TMZ. Le rappeur américain s'était retiré de la sphère publique et des réseaux sociaux en raison d'une hospitalisation pour dépression nerveuse. Kanye West a encore une fois mis les pieds dans le plat lors de son retour sous les projecteurs ces derniers, déjà ciblé de critiques depuis qu'il a apporté un soutien appuyé à Donald Trump, a de nouveau fait polémique ce mardi 1er mai en qualifiant l'esclavage de choix. Alors, le prix Nobel, j'allais dire le comité du Nobel, lui a fait le choix de ne pas décerner le prix Nobel de littérature. En effet, John, ce prix ne sera pas décerné en raison d'une affaire de harcèlement sexuel ayant entraîné la démission de plusieurs membres de l'Académie suédoise qui attribue cette distinction annuelle à 6 de 18 membres de l'Académie qui sont élus à vie ont démissionné après des allégations de harcèlement sexuel à l'encontre du photographe français Jean-Claude Arnault, époux de Katrina Frostenson, qui siège au sein de l'institution. L'Académie ajoute qu'elle entend décerner le prix Nobel de littérature 2018 l'an prochain, en même temps, John, que le prix 2019. Entre-temps, on aura eu l'occasion de découvrir deux artistes africains qui viennent de mettre sur le marché des albums. Exactement. On connaît très bien le grand Didier Awadi qui a lancé son nouvel album intitulé Made in Africa, composé de 23 titres. Cet album évoque la situation du continent africain, s'interroge sur la marche du monde et revient sur les nouvelles mutations, les nouveaux enjeux sécuritaires et géopolitiques. Des grosses pointures, John, de la musique africaine et internationale telles que Alpha Blondy, Ismaël Lo, Vieux Farka Touré, Sizzla, le Jamaïcain, Mary Ndiaye ont aussi participé à cette œuvre musicale. Un album que je vous recommande en tout cas. Toujours musique, on va aussi parler du succès, après le succès de son morceau sur la présentation de sa ville natale, Kinshasa. Je présente Kinshasa, l'artiste Yekima de Bel-Art nous ramène aujourd'hui en exclusivité à l'époque du Zaïre, les années. Zaïre est le nouveau morceau du slammer de Kinshasa, surnommé sur les réseaux sociaux Mr VPN, valeur poétique nationale. Il nous raconte alors dans cette interview. Suivant. C'est du slam d'ensemble, de la musique rythmée, la guitare basse à la franco, c'est l'afro-slam, c'est mon style tout simplement. Mais les années Zaïre ne sont pas toutes des années Zaïre. Et revisiter ces années-là, c'est aussi remuer bien de vieux souvenirs. Des souvenirs de Zaïre Monnaie, un Zaïre pour 100 Makuta, un Lukuta pour 100 Sangui, de Mfer Parti État ou de Mwanamboka Buka Lokuta. Des souvenirs des Congolais Kwaku, Kalao, Zamenga pour leur français Zénet. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Merci Roger, abondante actualité culturelle. Bon on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Alors qu'il est interdit au Kenya, Rafiki, le nouveau film du célèbre réalisateur Wanuri Kahiu, est le premier long métrage kenyan à figurer au programme du Festival de Cannes en France. Il raconte l'histoire de deux filles qui tombent amoureuses, inspirées par une histoire primée
d'un auteur ougandais. Les détails avec Irénée Herman Umbo. L'industrie cinématographique kenyane fera un pas de plus sur la scène internationale lorsque le film Rafiki de Wanuri Kahiu deviendra le premier long-métrage kényan à être présenté en première au Festival de Cannes. Alors que Rafiki, qui signifie ami en swahili, est accueilli à l'étranger, cette histoire d'amour entre lesbiennes ne sera pas vue dans les salles de cinéma au Kenya. Je suis vraiment déçue que le film soit interdit au Kenya. Si jamais l'opportunité se présentait au Kenya de montrer à toute l'Afrique qu'il respecte la liberté d'expression, c'est le moment de le faire. L'Office national du cinéma estime cependant que le scénario de Rafiki promeut les relations homosexuelles qui sont illégales au Kenya. Nous avons indiqué des aspects qui ne sont pas conformes au marché kenyan. Il pourrait convenir à Cannes. C'est un bon film. Il ne fait aucun doute. Le film est pertinent et c'est réel. Mais tout comme la corruption ou le crime, le fait qu'ils existent ne les rend pas légitimes. Selon Kahiu, le but du film, c'est la défense et l'humanisation des minorités sexuelles souvent rejetées en Afrique. Faisons maintenant place à l'actualité sportive. Yacouba Ouedraogo n'est pas là. Je me permettrai de vous donner quelques informations. La phase de poule de la Ligue africaine des champions dans le groupe A. Un choc ce vendredi opposant les ténors contentieux d'Al-Ahly et de l'Espérance de Tunis, voisine avec une affiche totalement inédite entre les Botswanais de Township Rollers et les Ougandais de KCCA. Dans le groupe B, le MC Alger tentera d'enclencher une nouvelle dynamique positive face aux Marocains du Difa Hassani et El Jadida, sans complexe, tout comme l'entente de Sétif qui ira défier samedi le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Le même jour, le nouveau venu ouest-africain de l'AS Togo-Port et du Oyo-Rea croiseront donc le fer à Lomé, tandis que les deux derniers vainqueurs, à savoir les Mamelodi Sundowns et le WAC de Casablanca, affronteront à Pretoria. Enfin, on suivra le déplacement de l'étoile sportive du Sahel chez les Angolais de Primeiro de Agosto, alors que Zesco United se mesurera au Swazi d'Mbambane Chalo. Et puis, une autre information, Steven Gerrard, entraîneur des Glasgow Rangers, la légende de Liverpool, deviendra cet été l'entraîneur des Glasgow Rangers, où il a signé 4 ans pour sa première expérience sur le banc d'un club pro. Le milieu de terrain aux 114 sélections avec les 3 Lions, qui a passé 17 ans à Liverpool, a raccroché les crampons en 2016 après une dernière saison au Los Angeles Galaxy. Il entraînait depuis février 2017 l'équipe réserve des Reds. Voilà. En Côte d'Ivoire, l'autisme est rarement diagnostiqué et le pays n'offre pas de soins spécialisés. En l'absence d'une structure publique d'aide aux enfants atteints de troubles du développement, une association a mis en place des centres d'accueil privés pour assurer des soins et le suivi. Ce reportage est dit par Anastasie Tudièche. Abidjan, dans le quartier huppé de la Riviera. Une classe comme les autres, ou presque. Nous sommes au CAMPS, le Centre d'action médico-psychosociale de l'enfant, établissement privé qui reçoit une 60aine de pensionnaires âgés de 3 à 18 ans, dont 50 atteints d'autisme. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ce que c'est que l'autisme. Moi, j'ai mon fils, jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, il ne parlait pas. Et donc, à la maternelle, il était toujours dans son coin. Il jouait en dehors des enfants. C'est lors de vacances en France que des parents d'enfants autistes ont alerté Stéphane Cablan sur les attitudes de son fils. Nous essayons d'aider ces enfants-là à intégrer la vie sociale, nous disons, normale. Donc, nous travaillons un peu sur l'autonomisation d'abord et aussi la motricité. En plus des croyances traditionnelles, l'autisme souffre de l'indifférence des pouvoirs publics ivoiriens. Le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation de l'autisme, passe inaperçue. Les enfants autistes en Côte d'Ivoire sont des laissés pour compte parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Ils n'ont pas encore, l'État n'a pas encore vraiment, l'État ne s'est pas encore impliqué parce que ce sont les associations qui s'impliquent dans cette prise en charge.
Pour le personnel du CAMPS, la sensibilisation est cruciale pour amener la société à comprendre que les enfants autistes ne sont pas des sorciers. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec la mode. Allons à la découverte de Raïza Kaboré, une jeune styliste de 23 ans qui a lancé sa marque de prêt-à-porter 226 carats. Elle a organisé un défilé de mode dans la rue, une première dans le pays sous le thème « Couleurs d'Afrique ». Le point avec Blanche Sano. Événement de la mode dans une rue de la capitale du Burkina Faso. Ouagadougou est devenu une plateforme pour les designers qui veulent se présenter au public. Sous le thème Couleurs d'Afrique, l'événement était l'occasion pour les designers comme Raïza Kaboré d'être vus et de prendre part à ce défilé pour la première fois. Je me suis privée de pas mal de choses, au moins peut-être 2 ans comme ça, durant 2 ans comme ça, tout ce que je gagnais. Et voilà, il y en a qui trouvaient que j'étais pingre à un moment. Et je ne parlais pas. Je savais pourquoi je ne voulais pas dépenser, parce que j'avais mes trucs. Parce que c'était compliqué pour moi d'avoir, par exemple, un prêt en banque. Je ne travaillais pas. Raïza a démarré comme apprentie auprès de son mentor, Sébastien Bazemo, un des stylistes les plus populaires du Burkina Faso. Aujourd'hui, elle fait du prêt-à-porter pour hommes et femmes à l'aide d'une combinaison d'imprimés africains et de faso d'Anfani, un tissu typiquement burkinabé. En matière de pain tissé, faso d'Anfani, franchement, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Raïza a réussi à mettre en place 2 ateliers et a 7 employés. Ses clients se disent attirés par son style unique qui mélange le traditionnel et le moderne. Quand j'ai fait mon premier modèle ici, j'ai porté, les gens ont beaucoup apprécié. Le Burkina Faso produit plus de 700 000 tonnes de coton brut par an, mais seulement 5% sont traités localement. Raïza dit qu'elle travaille sur l'intégration de plus de tissus de faso d'Anfani, 100% coton, dans ses créations. Cap à présent sur Tokyo pour une exposition numérique dans un nouveau musée interactif. Ce qui semblait être une cascade qui coule le long d'un mur et à travers le sol est en fait une illusion. La cascade fleurie est l'œuvre du collectif japonais TeamLab, connu internationalement pour son art numérique innovant qui combine projection, son et espace, soigneusement conçu pour créer des expériences immersives d'un autre monde. De très belles images donc. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Retrouvez Anastasie Tudièche dès lundi. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi et vendredi prochain. Bon week-end à tous.